Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la chaîne du développement. Voici les titres de ce journal. Dans la recherche de financement pour un projet, le business plan est un document très important qui témoigne de la viabilité d'une entreprise. Qui peut le concevoir? La réponse dans un instant. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes qui envahissent les trottoirs et les feux tricolores pour mener des activités marchandes. Vous suivrez dans ce journal un reportage sur la vente à la sauvette. Les productions audiovisuelles locales n'ont pas le privilège d'être promues par la diffusion sur un écran géant. Quelles sont les raisons qui expliquent cet état de choses? On en parle dans ce journal. Dans la quête de financement, le business plan est un document très important qui témoigne de la viabilité d'une entreprise. Qui peut le concevoir et quelle est son importance dans le processus de création d'une entreprise? Les explications dans ce reportage de Benol Djogbe et Ronald Robinson. D'où part le projet? À quoi veut-il servir? Comment y parvenir? Selon quelle progression dans le temps? Voilà quelques principales préoccupations auxquelles doit satisfaire un bon business plan. Mais comment doit-on le présenter? Il y a plusieurs manières de présenter. Donc il y a PowerPoint ou Word. On va dire qu'il faut utiliser la manière la plus sexy. Personnellement, je pense qu'une présentation PowerPoint est plus séduisante. C'est visuel, c'est graphique. On va au résumé. Il n'y a pas trop d'écriture, de blabla. C'est simple. Ça va être une présentation de l'équipe, puisque un investisseur qui investit dans une start-up, investit en premier dans une équipe, dans les compétences de l'équipe, dans la motivation de l'équipe et sa complémentarité. Il ne faut pas que tout le monde fasse la même chose. Une présentation du marché actuel. Dans ce cas, il faut montrer quel est le trou que va remplir cette start-up. Il faut montrer pourquoi on est là. En général, dans la présentation d'un plan d'affaires, certaines informations sont incontournables. Qui sont les hommes, le créateur et son équipe? Quel est le marché? Positionnement et concurrence, le business model, les moyens mis en œuvre, plan d'action, les tableaux financiers notamment et les perspectives. Il faut ensuite montrer son produit, démontrer son produit, expliquer comment il fonctionne, que ce soit un produit purement numérique ou aussi en physique, montrer comment, ce qu'on appelle le business model, donc comment l'entreprise va gagner de l'argent. C'est l'ensemble des documents financiers, c'est-à-dire bilan prévisionnel et résultats prévisionnels sur 3 ans pour justement vérifier la solvabilité et la rentabilité de l'entreprise. Même s'il existe souvent un certain écart entre les prévisions et la réalité du terrain, le plan de financement garde son utilité. En définitive, ce document doit être rédigé de manière à exciter la curiosité du financier à en savoir plus sur le projet. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes qui investissent les trottoirs et feux tricolores pour mener des activités marchandes. La vente à la sauvette gagne du terrain dans nos grandes villes. Quels sont les motifs qui poussent ces vendeurs et acheteurs vers cette pratique? Élément de réponse dans ce reportage de Dine Bouraïman et Saint-Tiche Quimpon. Ils sont nombreux à gagner leur vie dans les feux tricolores de Cotonou. Ils se faufilent entre motos et véhicules pour vendre leurs produits. On les appelle les vendeurs à la sauvette. Ils nous parlent de leur activité. Comme mes parents n'ont pas les moyens de me financer, faire une école technique et professionnelle, donc c'est pourquoi je suis en train de faire des business pour pouvoir trouver de l'argent pour faire les formations. Nos maris ne trouvent pas de travail. Le mien est un mécanicien. Il ne trouve pas à faire. Donc moi, je fais cette activité pour l'aider à payer la contribution aux enfants. À Tokpa, il n'y a pas de place. C'est pourquoi nous, on préfère vendre au bord des voies. Ils sont conscients des risques liés à cette forme de vente. Oui, il y a des risques. Comme on n'a pas le choix, beaucoup parmi nous sont des entrepreneurs, ils n'ont pas de soutien. Quoi faire? Il n'y a rien dans le pays et puis on est obligé de faire ça, on n'a pas le choix. Lorsque le feu vert allume là, on n'est pas obligé de rester devant un véhicule. Devant une voiture, tu ne peux même pas t'arrêter. On est obligé de céder la voie et que les véhicules passent. Ceux qui en ont besoin de payer quelque chose, ils peuvent s'arrêter.
On n'a pas le choix. C'est pour trouver à manger, pour payer le loyer là. C'est pourquoi nous sommes là. Il y a trop de difficultés dans la vente. La police nous dérange beaucoup. Quand on les voit, on court même jusqu'à se cogner aux voitures et on se blesse. Certains usagers sont habitués à acheter dans les feux. Ce client donne ses raisons. J'aime acheter dans les feux parce que c'est moins cher, c'est rapide. Non seulement les marchés sont distants de nos services et trouver un temps mort pour aller faire les emplettes, c'est difficile. Donc dans les feux, c'est rapide. Depuis 2012, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique interdit cette activité. Elle cause d'énormes dégâts et viole les règles élémentaires de sécurité. Traqués du matin au soir par les forces de l'ordre, ces vendeurs désespèrent. On entend, la police vient là, on fuit. Alors qu'on risque d'être renversé par les voitures, mais pas la moto. Là, on ne sait même pas comment on va faire. Ils jettent nos marchandises dans les caniveaux et font ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à nous trouver un endroit s'ils ne veulent pas nous voir dans les feux tricolores. Ils n'ont qu'à construire un marché pour nous et on fera ce qu'ils veulent et quitter les feux. Mais au cas contraire, c'est une peine perdue. Quand ils partent immédiatement, on revient dans les feux. Ils espèrent trouver une solution et continuer en toute liberté leur activité pour ne pas finir chômeurs, désœuvrés et mourir de faim. Véritable problème pour notre société, les déchets sont entassés sur des dépotoirs publics dans nos villes, mais on pourrait les utiliser pour d'autres usages. Des initiatives vont dans ce sens pour donner une seconde vie à ces objets de consommation jetés. Igor Ayosso et Elonia Dalmeda nous proposent un reportage sur la transformation des déchets. Du papier au verre, en passant par le métal ou le plastique, aujourd'hui, presque tous les déchets matériels utilisés par l'homme peuvent être récupérés et recyclés. Si au Bénin, ces deux techniques ont d'abord été prises d'assaut par quelques artistes plasticiens, suivis d'artisans travaillant dans la mode, elles connaissent également un engouement dans l'art décoratif. Les artistes ont montré la voie aux habitants et maintenant vous avez beaucoup de personnes qui récupèrent les déchets pour les transformer. On est dans une société de consommation où on jette tout et très vite et souvent ce que l'on jette peut avoir une seconde vie. Redonner une seconde vie à de vieilles pièces telles que des pneus usagés, c'est l'idée qu'a eue Prince, tenancier d'origine nigériane, pour la décoration de sa buvette. Si je tombe là-bas, une véritable aubaine sur le plan économique pour lui, comme pour beaucoup de commerçants au Bénin, qui n'hésitent plus à s'approprier cette tendance dans un contexte où les boutiques de décoration et d'ameublement proposant du neuf à des prix bon marché sont encore très rares. Avec un pneu de camion, j'ai déjà une table ronde au milieu. Avec pneu de petites voitures de numéro 14 comme ça, j'ai encore. Si je double 3 ou 4, ça me fait une chaise. C'est des pneus déjà utilisés, déjà abîmés. C'est ce que je récupère chez les vulgarisateurs, chez des mécaniciens. Bon voilà, c'est comme ça que je les achète. Si cette tendance attire pour son caractère peu coûteux, elle présente aussi un semblant de réponse au traitement des déchets domestiques et industriels. Jusqu'où on peut aller en fait, et on peut aller plus loin. La démarche éco-responsable véhiculée par la récupération et le recyclage séduit depuis près d'un an Karine, créatrice d'objets pour la maison en papier journal et tissu en wax recyclé. J'ai voulu faire les deux, allier les deux éléments, le papier et puis le tissu, parce qu'on est en Afrique, et le rendre ce produit local. Je me suis attelée à trouver tout ce dont j'ai besoin ici et à fabriquer moi-même la colle que j'utilise. La colle que j'utilise pour faire ces objets-là, c'est une colle complètement écologique que je fabrique moi-même avec des produits naturels. Cette passion pour l'écologie, l'entrepreneuse tente à présent de la transmettre aux enfants scolarisés en école primaire
à travers une série d'ateliers d'art et de création. Ces enfants aujourd'hui sont devenus manuels et quand ils sont chez eux à la maison, quand les parents jettent des rouleaux de papier toilette, ils disent non, 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 ne jette pas avec ça, on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Ça a permis de les intéresser à la nature, à l'environnement dans lequel ils sont et à cette évolution-là, que tout ce que nous jetons dans la nature nous pollue et eux, c'est leur environnement de demain que nous polluons déjà aujourd'hui. Plus qu'une simple tendance, l'art du recyclage et de la récupération devient un phénomène socioculturel. Et l'initiative devrait gagner d'autres secteurs d'activité au Bénin, comme ceux de la cuisine ou de l'industrie des médicaments. Au Bénin, les productions audiovisuelles locales n'ont pas le privilège d'être promues par la diffusion sur un écran grand. Plusieurs raisons expliquent cet état de choses. Mathieu Sokenou et Jennifer Sativi nous en parlent dans ce reportage. Un des secteurs les plus dynamiques de la croissance mondiale, selon un rapport du programme Média, initié par l'Union européenne, c'est la production et la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Dans bon nombre de pays, promouvoir les productions audiovisuelles locales en les diffusant sur grand écran est un procédé assez courant. Mais au Bénin, plusieurs facteurs constituent un frein à cette pratique. D'abord, il n'y a pas des infrastructures qui permettent de vraiment valoriser les œuvres culturelles nationales. Le peu qui existe, généralement, n'est pas, quand je vois les salles de cinéma, n'est pas mis en fonction. Il y a aussi la qualité réelle des productions. Parce qu'il n'y a pas réellement de financement, il est difficile d'avoir des productions de qualité diffusables. Qu'est-ce que nous voyons sur nos télés? Les novelas. Nous pouvons aussi faire nos novelas, si c'est ça qui plaît au public. Nous pouvons faire connaître notre culture aux Béninois. Et je crois que ça les intéresse. En raison de son mode de fonctionnement, la seule salle de cinéma numérique au Bénin n'accorde pas le monopole à la diffusion des productions locales. Cela s'explique par les demandes qu'elle reçoit et les attentes de sa clientèle. Vous savez, nous diffusons dans nos salles des films d'une certaine qualité. Nous défendons un certain standard en matière de qualité. Un comité de sélection sera sûrement mis en place pour pouvoir trier, faire une sélection très sélecte des films locaux que nous aurons à diffuser dans nos salles. Afin de changer la donne et apporter un nouveau souffle à l'univers cinématographique béninois, certaines actions pourraient s'avérer très bénéfiques. Aujourd'hui, on est passé au numérique et le cinéma se fait avec des instruments en miniature. Mais nous n'avons pas investi à leur acquisition. Donc il faut acquérir du matériel. Il faut ensuite voir les réalisateurs et producteurs spécifiques qui sont sur le terrain, établir un partenariat avec eux. Il ne faut pas hésiter à leur apporter du souffle financier. Organiser ce que j'appelle cette année, chaque année, ces récompenses, les récompenses. Et là, ça va booster la production. Et quand ça va booster la production, on aura beaucoup plus d'œuvres et les Béninois seront amenés à regarder leurs œuvres. Dans un rapport de 2016, l'UNESCO indique que l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma compte pour 5 milliards de dollars dans le PIB africain et emploie environ 5 millions de personnes. Le même document précise que cette industrie, en cours de développement, pourrait créer plus de 20 millions d'emplois et générer environ 10 000 milliards de francs CFA. Dernière information avant la fin de ce journal, le nouveau taux de change actant la libéralisation du dirham, la monnaie marocaine, entrera en vigueur ce lundi 15 janvier 2018. L'information a été révélée par le porte-parole du gouvernement marocain, Moustapha Khalfi. La décision a été prise par le ministre de l'Économie et des Finances après l'avis de la Banque centrale. Le nouveau régime de change où la parité du dirham est déterminée à l'intérieur d'une bande de fluctuation de plus ou moins 2,5% contre plus ou moins 0,3% auparavant. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À demain, 19h45.